CNews. Un discours qui sera suivi donc du débat dans quelques minutes. Le Premier ministre qui a dévoilé plusieurs mesures. Vous le voyez sur votre écran, une aide de 200 € versée à 800 000 jeunes de moins de 25 ans. Le report des charges sociales et fiscales autorisé jusqu'à fin mai. Une aide aussi de 150 € pour les bénéficiaires du RSA. 100 € supplémentaires par enfant. Le Premier ministre aussi qui a détaillé un peu plus précisément son plan de déconfinement, notamment au niveau des tests. 700 000 tests sont réalisés chaque semaine pour diagnostiquer les patients atteints du Covid-19 et aussi la question des écoles. Oui, les écoles réouvriront bien lundi prochain. Tout d'abord les écoles élémentaires et les maternelles, puis dans un second temps les classes de 6e et 5e dans les départements verts. Loïc Signor, je me tourne vers vous. Bonjour, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Tout d'abord une question. Ce discours, on a senti un Premier ministre solennel, grave, fidèle à lui-même en quelque sorte. Oui, c'est une manière sur la forme de répondre aussi aux critiques de l'opposition qui a accusé le gouvernement ces derniers jours de faire des allers-retours, d'être trop confus, dénonçant certains couacs dans la communication gouvernementale. Par cet exercice devant le Sénat aujourd'hui, Édouard Philippe répète ce plan de déconfinement qu'il avait présenté, dont il avait présenté en réalité les premiers contours, les grandes lignes à l'Assemblée nationale la semaine dernière. C'est un exercice obligatoire, une étape obligée pour lui de le présenter au Sénat, mais dans l'intervalle, le Premier ministre a consulté les élus locaux, bien évidemment, les partenaires sociaux, Jean Castex, qui a été chargé par l'exécutif de préparer ce plan de déconfinement. Il y a donc quelques mesures additionnelles, ces 200 € pour les jeunes de moins de 25 ans en situation de précarité, le report des charges sociales, c'était attendu, mais c'est précisé par le chef du gouvernement, 150 € pour les titulaires du RSA. Le confinement, il le précise, nous ne pouvons pas rester confinés. Édouard Philippe, c'est une manière, encore une fois, de dire que malgré les prudences d'Olivier Véran, ministre de la Santé, dans les colonnes du Parisien hier, que le 11 mai serait bien le coup d'envoi du déconfinement. Il n'y a pas eu de stock caché sur les masques. C'est aussi là aussi une manière pour Édouard Philippe de répondre à la polémique qui ne cesse d'être alimentée, notamment par les masques distribués dans les grandes surfaces. Édouard Philippe qui précise, ce n'est pas le début de l'insouciance le 11 mai, mais c'est le début de la reprise évidemment économique, soulignée par Édouard Philippe, une manière d'appeler à cette reprise par le travail dès le 11 mai, dès lundi prochain. L'un des points importants relevés par le Premier ministre, c'est bien sûr la réouverture des écoles. On l'a vu, oui, donc les écoles rouvriront bien la semaine prochaine. Donc d'abord les classes élémentaires et maternelles, puis dans un second temps la semaine d'après, les collèges dans les départements verts, donc les départements où le virus circule moins. Finalement, donc, le gouvernement ne cède pas à la pression de certains maires qui avaient notamment appelé à reporter cette réouverture. On peut quand même souligner une certaine confusion, là encore, entre ce que dit l'Élysée, c'est-à-dire que certains maires dont les écoles ne pouvant pas respecter le cahier sanitaire, le cahier des charges sanitaires dicté par l'État, pourront ne pas rouvrir ces écoles. Et là, Édouard Philippe dit oui, si, elles pourront rouvrir, toutes rouvrir. Donc là encore, il faudra certainement pour le gouvernement préciser, puisque l'Élysée et Matignon, une fois de plus, depuis le début de la crise, ne disent pas exactement la même chose, mais on comprend bien que c'est à la charge des élus locaux de rouvrir ces écoles s'ils en ont la capacité, même si Édouard Philippe dans son discours appelle à ce que ces écoles soient rouvertes dès la semaine prochaine, dès le début du déconfinement. Voilà donc pour ces séries de mesures. Autre mesure importante bien sûr, la rouverture, la reprise économique des entreprises dans les transports en commun. Il faut encourager les horaires décalés, a annoncé le Premier ministre. Et au niveau des écoles aussi, effectivement, ce plan de déconfinement, en tous les cas cette reprise scolaire se fait petit à petit. Je ne sais pas si on a le son du Premier ministre qui va arriver dans quelques instants. Le détail d'abord de ces réouvertures, 15 élèves par classe, donc ce sera progressif, une réouverture des écoles progressive avec évidemment les collèges qui ouvriront dans un premier temps dans les départements verts, là où le virus circule le moins, puis des phases, on va dire, de 3 semaines, le Premier ministre l'a rappelé, une phase bien évidemment pour commencer ce déconfinement, puis toutes les 3 semaines, on passera à une nouvelle phase. Finalement, Loïc, le gouvernement avance pas à pas et
c'est assez... il ne peut pas faire autrement finalement. C'est le maître mot de cette stratégie de déconfinement, hein, depuis qu'elle a été présentée, cette stratégie la semaine dernière à l'Assemblée nationale, c'est la progressivité. Rien ne peut se faire d'un coup, à la fois dans les transports, dans les écoles. On le voit aussi avec les élections municipales. Le 23 mai, Édouard Philippe l'a répété, il aura un rapport du conseil scientifique pour savoir si les conseils municipaux peuvent être installés le plus rapidement possible avant l'été, auquel cas il n'y aurait pas de premier tour à rejouer à l'automne. Si ce n'était pas le cas, si l'avis du conseil scientifique était négatif sur ces élections municipales, il faudrait tout recommencer le 27 septembre prochain. Donc effectivement, le gouvernement avance prudemment, quitte parfois à se contredire, à se dédire, mais il faut réussir la sortie là où l'entrée dans le confinement avait été ratée, avait reconnu le président de la République. Donc tout est fait avec prudence, pas à pas, mais il ne faut pas donner le sentiment aux Français que le gouvernement ne sait pas où il va, quitte à ne pas tout dire aujourd'hui. C'est un peu l'esprit du discours d'Édouard Philippe avant le vote sur la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, qui apportera certainement encore son lot d'éléments pour avancer dans cette stratégie de déconfinement. Pour en parler avec nous, nous sommes en ligne avec Stéphane Rosès, politologue. Bonjour Monsieur Rosès. Bonjour. Première question, tout simplement, comment avez-vous trouvé le discours d'Édouard Philippe? Je dirais, comme souvent, par la force des choses, prudent, balancé. Le Premier ministre a dit que le déconfinement se ferait pas à pas. On comprend que ce pas à pas n'est pas seulement nécessité par les incertitudes liées à la pandémie et à la réaction du pays, mais aussi à une très grande attention aux critiques qui sont émises, avec des réponses soit de communication rhétorique, soit au fond des adaptations, des prises en compte. Si on prend par exemple les trois fronts qu'il a évoqués, front culturel, cultuel et civique, on voit bien que le Premier ministre essaye de tenir les deux contraintes qu'il a évoquées devant les sénateurs. Il l'avait fait devant le Parlement, la contrainte sanitaire et la contrainte économique. Pour la vie culturelle, il a annoncé des mesures en faveur des artistes, des intermittents et une intervention du président. Sur la vie culturelle, la réouverture des lieux de culte le 29 mai. Et puis pour les municipales, au fond, il a ouvert l'idée que, ça a été dit à juste titre par votre journaliste, que les municipales auraient sans doute lieu fin septembre, début octobre, ce qui voudrait dire, selon la philosophie du Conseil d'État, qu'on referait ensemble le premier et le second tour, parce qu'une élection, ça ne se découpe pas en rondelles, qu'on remettrait les unes après les autres, ça se fait dans un rite laïque qui a sa cohérence, sa dynamique, concentrée dans le temps. Le Premier ministre, effectivement, a dévoilé une série de mesures. Il était sous la pression des maires, notamment sur la réouverture des écoles, la pression des Français sur l'approvisionnement en masques, par exemple, notamment dans la grande distribution. Est-ce que le Premier ministre a répondu à ces pressions, à ces questions ? Non, sur la question des masques, au fond, oui, bien sûr, il y a eu cette théorie complotiste selon laquelle il y aurait eu des stocks faits par la grande distribution. Mais l'étonnement de l'opinion ne tient pas à cette question complotiste. C'est comment se fait-il que la grande distribution réussisse sur des masques chirurgicaux dont les professionnels de santé sont privés? Comment se fait-il que la grande distribution fasse mieux que l'État? C'est pas une question secondaire, parce que dans un pays comme le nôtre, depuis des siècles, c'est l'État qui tient ensemble les Français, au-delà de son efficacité, par sa symbolique. Et donc il y a le sentiment que décidément l'État n'est pas à la hauteur, parce que au fond la régulation ne se fait plus dans une crise sanitaire par la puissance publique, mais par des acteurs privés qui ont leur talent, qui sont pour beaucoup d'entre eux, notamment Carrefour, implantés en Chine, qui ont fait une offre de service à l'État que l'État n'a pas accepté. Du coup, c'est la grande distribution qui apparaît en première ligne comme apportant des réponses, là où l'État semble à nouveau sur cette question des masques
en retard et, je dirais, dans un dénuement pour les premiers professionnels de santé qui sont en première ligne. Merci beaucoup, Monsieur Roset. Je rappelle que vous êtes politologue et vous intervenez régulièrement sur notre antenne. Loïc, merci à vous. Une question importante. C'est d'ailleurs la première chose qu'Édouard Philippe a mentionné, c'est cette question des masques. Il a voulu couper court à toute polémique. Non, il n'y a pas eu de masque caché, de stock caché. C'était important de répondre à ce début de polémique. Les masques, c'est le sparadrap du capitaine Haddock qui reste collé au visage d'Édouard Philippe et de l'ensemble du gouvernement depuis le début de la crise. C'est le véritable point noir. On était en pénurie, le gouvernement ne l'a pas dit. Olivier Véran ou Jérôme Salomon ont douté de la possibilité de rendre obligatoire ce masque. Certains ont même dit qu'il était inutile. Bref, c'est vraiment le point noir de la crise pour le gouvernement. Et là, s'ajoute déjà à cette polémique le stock de masques dont disposaient certaines grandes surfaces. Donc Édouard Philippe, oui, a tenu à répondre à cette polémique naissante. Bruno Le Maire l'avait déjà fait en parlant de mauvaises polémiques. Édouard Philippe, le Premier ministre, répète qu'il n'y a pas eu de stock caché, que le gouvernement, en tout cas, n'a pas participé à ce stock de masques pour les grandes surfaces, aux dépens des pharmaciens notamment qui fustigent ces stocks dont disposent les grandes surfaces, contrairement aux professionnels de santé. Monsieur Rosès, je profite que vous soyez là avec nous, bien sûr, pour vous poser cette question sur les masques. Était important pour le Premier ministre de répondre à cette polémique naissante? Oui, vous venez de le dire à l'instant très justement. Depuis le départ, la polémique sur les masques, le fait que d'autres pays ayant connu la pandémie avant nous étaient équipés et pas nous, a d'abord sidéré les Français sur l'état de notre service, de notre système de santé et de la lenteur de la réactivité de l'État. Puis il y a eu des discours contradictoires qui ont nourri l'idée pour 2 Français sur 3 que les pouvoirs publics nous ont menti, autorités sanitaires et autorités politiques mêlées sur la question des masques. Et voilà qu'alors qu'on avait pensé que l'État reprenait la main, il se fait doubler par un circuit marchand qui va permettre, certes, à prix coûtant, de se procurer des masques, mais évidemment dans une logique de profit, puisque la limitation du nombre de masques est une façon de réachalander les grandes surfaces qui ont pu être momentanément désertées au profit des commerces de proximité. Donc je pense que tout ça est véritablement du plus mauvais effet psychologiquement et politiquement autour de l'idée qu'au fond, l'État n'aurait pas été du début à la fin à la hauteur. Si on rajoute à ça un débat auquel le Premier ministre a essayé de répondre sur la question de la responsabilité, il n'a échappé à personne que devant l'Assemblée nationale, à la fin de son discours, il semblait dire que si le déconfinement se passait mal, ce serait plus de la faute de l'incivisme des Français que de la responsabilité de l'État. Et puis, il y a cette affaire de la responsabilité des maires. Il a été très prudent. Il a eu raison de rappeler que la loi exonère les maires s'ils devaient appliquer des mesures sans en avoir les moyens. La jurisprudence du maire de Sceaux, qui est le numéro 2 de l'Association des maires de France, qui voulait que ses administrés bénéficient d'un masque, ça lui a été refusé. C'est donc que si des maires appliquent des décisions alors qu'ils n'en ont pas les moyens, la jurisprudence dit que les maires ne seront pas responsables de ça. Mais cette nuit, la députée Aurore Berger a fait une petite erreur. Elle a tweeté en disant « Nous allons exonérer les maires et d'ailleurs toutes les autorités administratives et ça pourrait être ça pourrait être rétroactif. » Et donc là, évidemment, autant il est légitime que les maires n'aient pas à répondre judiciairement de choses sur lesquelles ils n'avaient pas la main,
autant je pense que le niveau de mécontentement des Français à l'égard de l'exécutif serait à son comble si on passait des lois qui sembleraient exonérer l'État et ses représentants de ses responsabilités. Le Premier ministre a senti le danger, il a eu des propos balancés en la matière. Très certainement, cette question de la responsabilité des maires et derrière la capacité du sommet de l'État, au fond, à s'exonérer des responsabilités d'avant le déconfinement, va devenir très certainement une affaire très sérieuse et polémique en la matière. Le rôle de l'État, donc extrêmement important, on l'a vu, et le Premier ministre qui a aussi profité de ce discours pour annoncer la responsabilité aussi des élus locaux, notamment des maires ou encore des préfets. En tous les cas, le Premier ministre qui souhaite décentraliser en quelque sorte ce plan de déconfinement, avec par exemple, Loïc, le préfet qui peut décider si oui ou non un centre commercial de plus de 40 000 m² peut rouvrir. Oui, cette crise a été un révélateur pour l'exécutif d'un État sans doute trop centralisé. Il faut sortir de cet État jacobin et à l'appel des élus locaux et notamment de l'association très puissante des maires de France, l'AMF, présidée par François Baroin. On l'avait déjà vu un peu esquisser ce débat pendant le grand débat national, justement cet appel des maires à Emmanuel Macron pour faire plus de place à la décision territoriale, locale, et cette fois-ci semble-t-il appliqué dans cette crise du Covid, où Jean Castex, le monsieur déconfinement du gouvernement, a proposé à Emmanuel Macron et à Édouard Philippe de mettre au cœur de cette crise et de ce déconfinement, notamment ce tandem préfet maire, laisser au territoire l'occasion de décider sur des réouvertures. Vous parliez des centres commerciaux, ça peut être aussi, en ce qui le concerne, des écoles, des bibliothèques, des salles de cinéma. C'est comme ça que le déconfinement va sans doute se passer. C'est cette progressivité et cette territorialisation qui est mise en avant par le couple exécutif, Édouard Philippe et Emmanuel Macron, qui veulent absolument remettre au cœur la puissance locale, sans doute aussi pour se décharger d'une certaine responsabilité. Il l'a dit, Édouard Philippe, étymologiquement, responsable, c'est répondre de quelque chose, et l'État a sans doute réussi sa sortie dans l'installation de ces tandems maire-préfet, comme il avait loupé l'entrée dans la crise en voulant trop centraliser avec les déboires qu'ils ont connus, notamment sur les tests ou encore les masques. Voilà donc pour cette déclaration du Premier ministre.